Et c'est parti! Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de décodage symbolique par Hélène Mirand-Fiorini. Bonjour Hélène! Bonjour Cécile et bonjour à tout le monde. Bonjour à tous. Oui. Alors Hélène, aujourd'hui, tu viens nous parler d'un conte que tu as reçu pour un homme politique et donc qui a accepté qu'on puisse partager ce conte aussi, sans pour autant révéler son nom. Alors moi, déjà en préambule, je voudrais dire que je ne fais pas de politique, hein. Et deuxièmement, les contes sont ma propriété intellectuelle vu qu'ils sortent de ma tête. Mais cependant, je demande toujours l'accord de la personne si je peux le décrypter et puis l'offrir à tout le monde. Et cet homme politique, dans sa bienveillance, m'a dit oui. Mais je pense aussi qu'il n'a pas vu toute la teneur de son conte. Mais peut-être que ça se décantera au fil du temps. Espérons. En tout cas, on le remercie pour ce conte parce que, comme il parle aussi de la nation, il nous parle à tous aussi. Complètement. Et ça donne aussi une porte vers quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, une porte vers l'espoir. Mm. Alors, peut-être qu'on pourrait préciser, cet homme politique est français. Oui, Donc, c'est vrai que ça concerne particulièrement la France, mais plus globalement, on va voir que voilà, il peut être entendu pour toutes les nations, pour chacun de nous. complètement. Je pense que c'est plus universel. Ça s'adressait à lui, à cet homme politique, mais je pense que ça le dépassait. Mm. Et alors, ce conte, on peut le lire sur ton blog des éveilleurs, mais tu vas aussi nous le partager ici dans la vidéo. Oui. Alors je vais vous le lire parce que je ne peux pas vous le retranscrire par canalisation, puisque ce ne serait pas le même, puisqu'il n'est pas là, hein, l'homme politique, hein, il est très occupé. Donc là, je vais vous le lire dans un premier temps, si vous voulez bien. Merci Hélène. Bon, eh bien j'y vais. Attaquée par un essaim d'abeilles, la bien-aimée d'un roi se retrouva bientôt aux portes de la mort. Ses gémissements plongeaient dans l'affliction tous ceux qui l'approchaient. Le roi alors fit appel à des guérisseurs, des apothicaires et même des sorcières. Mais rien n'y fit, et ses prières adressées au ciel demeuraient vaines. La belle se mourait, et de la plus horrible façon. Désespéré, le roi fomenta une terrible vengeance. Aidé par un mage noir, il composa un poison redoutable afin de débarrasser son royaume de ces maudits insectes. Le résultat fut bien au-delà de ses espérances. Plus un seul bourdonnement pour heurter ses oreilles, plus une seule abeille pour envahir son jardin. Secrètement, il se réjouissait de sa victoire, même si l'état de santé de sa belle ne s'améliorait guère. Il pavoisait devant ses ministres et ses courtisans et se nourrissait de leurs flatteries. Loin de se réjouir, les paysans, eux, constataient chaque jour les dégâts occasionnés par la tragique décision royale. Voulant montrer sa force et son pouvoir, il avait à dessein ignoré les dangers. En effet, la famine et sa cohorte de malheurs grandissaient chaque jour, menant les femmes et les enfants à se nourrir de fougères. Quant aux hommes, désespérés, ils pillaient les caves et les greniers, mais la moisson était maigre. Pas d'abeilles, pas de fruits pour contenter les estomacs. Et même les bêtes, manquant de fourrage, dépérissaient à vue d'œil. Quelques esprits éclairés pressèrent le roi de régler rapidement le problème. Mais comment faire pour revenir à ce que l'on a si savamment éliminé? Commença alors pour le monarque un long périple à travers ces terres, cherchant vainement une solution. Tous ceux qui l'interrogeaient affichaient leur impuissance en levant les yeux au ciel. Le ciel, il était resté muet pour sa bien-aimée. Pourrait-il dès lors lui offrir sa rédemption? Or, par une belle journée, il croisa toute une troupe de voyageurs aux joues bien roses et au ventre rebondi. Il ne semblait pas montrer de signes de malnutrition. Comment cela était-il possible alors que le roi affamé avait bien du mal à se tenir droit sur sa monture tant il était faible? Avec autorité, il les questionna, mais aucun ne lui répondit, hormis un enfant qui lui tendit une pomme. Retrouvant un peu d'ardeur, il les suivit, mais arrivé devant un portail immense, celui qui semblait être leur chef déclara: Ô roi, vous ne pouvez pas franchir ce seuil. Seuls les simples d'esprit le peuvent. Derrière cette porte se cache le paradis, où ne nous manquons de rien. C'est l'abondance et la prospérité sans distinction.
Comment y parvenir, répondit le roi. Vous avez un choix à faire, affirma son interlocuteur. Si vous choisissez le bonheur de votre peuple, alors les abeilles renaîtront et votre royaume sera sauvé. Mais si vous choisissez votre propre bonheur, en voulant par n'importe quel moyen sauver votre belle, alors vous serez damné et jamais vous n'aurez accès au jardin des cieux. Cruel dilemme, mais n'était-ce pas le résultat de sa folie? Il fallait réparer en renonçant à ce qu'il avait de plus cher au monde. Il finit par l'accepter, et quand elle y arriva dans son palais, toutes les fenêtres étaient tendues de draps noirs. Éperdu de chagrin, le roi embrassa sa bien-aimée, paisible et sereine dans sa dernière demeure. Pourtant, quelque chose était en train de naître en son cœur. Une abeille voletait au-dessus de sa tête, annonçant des jours nouveaux. Le ciel avait tranché et avait obligé le puissant monarque à retrouver le chemin de l'humilité. Quant au peuple, il pouvait se réjouir. Jamais les récoltes ne furent aussi opulentes. Était-ce le signe que les infortunés, les déshérités, les nécessiteux finissent toujours par être récompensés, car l'amour est leur seule loi. Eh bien voilà le conte. Merci Hélène. Et merci à cet homme politique d'avoir accepté qu'il soit diffusé. Pardon. Mais moi, il me fait tousser le ce que je te propose, c'est qu'on commence par les, par les symboles. Et donc, il y a notamment pour commencer le roi, le monarque. Et si ça me rappelle la vidéo où tu nous expliquais en fait les grands symboles qu'on retrouvait régulièrement dans tes contes. Le lien de cette vidéo sera mis dans le descriptif. Mais cette vidéo-là, le roi, en fait, c'était quelqu'un qui avait de l'influence et du pouvoir. Moi, je comprends aussi à travers ce conte que c'est pas forcément, ça parle pas forcément entre guillemets, du niveau de conscience de la personne concernée, du roi, mais c'est vraiment, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a de l'influence sur les événements et sur le cours de la vie, en fait. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Alors, il faut savoir que le roi, le symbole, dépend de la personne qui reçoit son conte. Le roi, ça peut être effectivement un état de conscience supérieur, mais dans le cas présent, ça représente beaucoup plus celui qui a de l'influence sur le monde et surtout de l'influence politique. Donc, on parle bien d'un homme politique qui a de l'influence et du pouvoir. Mmh. Et alors, il y a deux autres symboles représentés là vraiment dans ce conte. Il y a l'abeille et la bien-aimée. C'est quoi pour toi? Alors d'abord, l'abeille. L'abeille, c'est à la fois un symbole de vie, de mort, mais aussi de renaissance. Autrefois, en Égypte, le pharaon, on l'appelait Nesut-Biti, qui veut dire abeille. Donc ça veut dire que c'était lui qui apportait le miel à son peuple. Il était garant d'un état d'harmonie entre le cosmos et la terre. En Israël, enfin, à l'époque, la reine Déborah, qui était une des seules en tant que femme à gouverner Israël, Déborah, ça veut dire abeille. L'abeille, c'est aussi le symbole de Napoléon, c'est le symbole des Mérovingiens, de Clovis, de Childéric. Donc c'est vraiment une idée de pouvoir, mais de pouvoir non pas uniquement temporel, mais intemporel. C'est-à-dire que le pharaon, le roi, devait assurer au peuple eh bien, l'harmonie. En Chine, on appelle ça le mandat du ciel, c'est-à-dire qu'il fallait faire un équilibre yin-yang. Si l'équilibre n'était pas là, eh bien, arrivaient des catastrophes. Et en Égypte, c'était exactement la même chose. La bien-aimée, je pense que ça a plusieurs sens. Ça peut être la conscience de l'homme politique qui se meurt. Il va falloir qu'il retrouve le chemin du soi, s'il veut que son peuple soit comment dire, bien gouverné. Mais ça peut être aussi la liberté, ça peut être aussi la démocratie. Enfin, il y a plusieurs sens à la bien-aimée. Mais en tout cas, la bien-aimée, elle doit mourir pour laisser place à une autre forme de bien-aimée. Ah oui, parce que tu vois, là, moi, la bien-aimée, je me disais, est-ce que ça peut être la nation ou la République? Bon, là, puisque c'est un homme politique français, est-ce que ça serait la France? Donc, oui, toi, tu amènes encore une autre compréhension. Et de Oui, la je même pense manière, que la bien-aimée, c'est aussi la France.
Mais la France, elle est attaquée par des abeilles. Alors les abeilles, ça a plusieurs sens. Ça peut être le peuple, ça peut être des idées, ça peut être beaucoup de choses. On peut l'interpréter de multiples façons. Mais moi, je pense que l'abeille doit obliger l'homme politique à retrouver le chemin du ciel, ce Mm. qui aujourd'hui n'est pas le cas. Et dans l'abeille aussi, si on regarde l'analogie avec les abeilles du monde animal, on a la reine et les ouvrières, mais, mais par contre, enfin, tout fonctionne pour le collectif. Oui. Il y a vraiment cette notion de on travaille tous ensemble pour le même objectif, la même mission, enfin la même vision. Oui, exactement. Et je pense que dans les pays occidentaux, pas nécessairement dans les pays africains ou asiatiques, mais dans les pays occidentaux, on a un esprit plus individualiste que collectif. Et Ok. il faudrait retrouver le sens du collectif. Ça, c'est extrêmement important si on veut passer cette étape difficile que l'on va traverser. Mm. Et justement, à propos d'étapes difficiles, il y a le poison redoutable qui est créé. Et je me demandais, est-ce que ça peut être en lien, si on regarde les actus récentes, avec le Covid, la Covid, maintenant, comme on dit. Alors moi, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin que le Covid. À mon avis, c'est l'ignorance. Il Ah. faut lire, relire et relire encore. C'est-à-dire qu'il faut se former, s'informer, se renseigner. Il faut lire. C'est très important parce que sinon, on gobe tout sans esprit de critique. Et c'est bien aujourd'hui ce qui nous manque, c'est un esprit critique. Le poison, c'est le manque d'esprit critique et l'ignorance. Hmm. Oui, donc c'est pas seulement premier niveau avec l'actualité qu'on peut avoir dans le monde et voilà, c'est aussi regarder la symbolique sur un autre plan encore, sur le plan du fonctionnement de la psychologie humaine, quoi. Hmm. Oui, il faut arrêter de tout gober sans discernement. Et c'est Hmm. bien ce qui se passe aujourd'hui. Il suffit qu'on l'ait dit dans certains médias et les gens y croient dur comme fer. Or, il faut exercer son sens critique. Et exercer son sens critique, il faut aussi être collectif. Parce que quand on est collectif, eh bien, on échange, c'est un débat d'idées, on ne juge pas l'autre, on peut être pas d'accord, mais au moins on échange. Aujourd'hui, on n'échange pas, on est très divisé. Oui, puis il y a une pensée quand même qui est assez normée et aussi on voit, mais ça je pense que c'est aussi lié au développement des nouvelles technologies, c'est-à-dire qu'on est dans un monde d'algorithmes où finalement ce sur quoi on clique, donc ce à quoi on s'intéresse, c'est ce qui nous revient régulièrement comme si il n'y avait plus que ça. Euh, Voilà. et ouais, donc c'est vrai que ça ferme un peu les esprits par certains aspects. L'informatique, c'est un système binaire, hein. Mm. C'est Mm. oui, non, c'est blanc-noir, on va pas plus loin. Il n'y a pas cette autre dimension qui est la dimension spirituelle. Mm. Et donc cette bien-aimée matérialiste doit mourir pour laisser place à une autre bien-aimée qui retrouve la paix et la sérénité. Pourquoi? Parce qu'elle a retrouvé le chemin du ciel. Alors je ne parle pas de religion, hein, je parle vraiment de divin dans le sens large du terme, hein. Mm. Et retrouver une conscience à la fois collective, mais aussi une conscience cosmique. Mm. De, la conscience cosmique, ça me fait penser à un autre personnage de ce conte, c'est le mage noir. Mhm. Le mage noir, du coup, alors, sur mon premier degré, je me disais, mais qui ça représente? Mais du coup, j'entends que tu dois avoir une autre analyse de ce personnage-là. Oui, oui, c'est pas les conseillers autour de cet homme politique, hein. Ça va beaucoup plus loin. Je pense que le mage noir, c'est l'absence de conscience. C'est-à-dire, si on est plutocrate, qu'on exerce son influence parce qu'on est riche, eh bien, on n'a pas la conscience, parce qu'on veut asservir le peuple. Or, quand on regarde les Chinois, autrefois l'Empire du Milieu, ou les Égyptiens, ou les Grecs, ou tout ce qu'on veut, les Romains, enfin bon, les Lémuriens, les Atlantes, ils avaient souci du peuple, c'est-à-dire qu'ils respectaient le mandat. Le mandat, l'harmonie, l'équilibre yin-yang, parce qu'ils savaient que sinon des catastrophes pouvaient arriver. Et si tu veux, je peux te donner un exemple de catastrophes qui sont arrivées autrefois, parce que le dirigeant, l'empereur, ne respectait pas le mandat du ciel, c'est-à-dire le contrat qu'il avait passé avec son peuple, la terre, et avec le ciel, qui lui avait donné la possibilité d'être empereur ou roi.
Et donc tu disais que c'est ça l'exemple, c'est ça, Hélène? Tu disais, tu peux nous donner L'exemple, l'exemple? on va faire référence à l'histoire secrète de Procope. Voilà. D'accord. Et ça se passe au VIe siècle, entre 527 et 565, où régnait pendant 38 ans l'empereur Justinien, avec sa femme Théodora. Et il était appelé le démon. Pourquoi? Parce que c'était un homme avide de pouvoir, d'argent, qui n'hésitait pas à ôter la vie, à détruire, à piller, à voler, à provoquer des incendies. Et pendant cette période où il a régné pendant 38 ans, c'est l'époque de cette période où il y a eu le plus de cataclysmes. Il Mm. y a eu quand même des inondations terribles. Le Nil a débordé plusieurs fois. Il y a eu des tremblements de terre, 18 tremblements de terre qui ont détruit entièrement Antioche, Séleusie. Il y a eu 19 fois la peste qui a réduit à néant tout l'Empire romain. Il y a eu aussi l'absence de soleil pendant 18 mois. Enfin, il y a eu vraiment des cataclysmes. Et pendant 3 siècles, il n'y avait plus du tout d'agriculture, il n'y avait plus de produits manufacturés. Et à la mort de Justinien, les choses petit à petit se sont rétablies plus harmonieusement. Mais ça veut bien dire que l'action des rois, des empereurs, des hommes politiques influence la nature, le climat. Mm. C'est pas uniquement notre action à nous, c'est si ils ne respectent pas le mandat du ciel, ça donne des catastrophes. Petite curiosité, concrètement, comment ça se fait que le soleil a disparu pendant 18 mois? Eh bien, je pense que c'était parce qu'il n'y avait pas cette connexion avec le tout. Parce qu'il faut savoir que tout ne fait qu'un. On nous le répète depuis des millénaires. Donc, la moindre de nos actes, de nos pensées agit sur l'environnement. Donc, Justinien agissait de façon démoniaque sur son environnement. Et ça a amené l'absence de soleil. C'est-à-dire, c'était une punition pour ramener surtout l'empereur Justinien à plus de justice et d'égalité, ce que Mm. malheureusement il n'a pas fait. Donc au final, en le punissant lui, il a puni aussi le peuple. Mm. Mais enfin, pour le dire très grivoisement, entre guillemets, c'est parce que quoi? Il y a eu un temps de merde pendant 18 mois, une méga éclipse, où on n'a pas d'infos là-dessus? Non, on n'a pas vraiment d'infos, on sait juste que le soleil a été voilé pendant 18 mois. Mm. Donc je pense que le Ah, réveil des volcans, les inondations, comment dire, le climat qui s'est emballé a fait que il y avait une espèce de nuée qui a empêché le soleil de se montrer. Ça ne veut pas dire qu'il s'est éteint, ça veut dire que les humains ne le voyaient plus pendant 18 mois, ce qui est quand même très long. Donc absence d'agriculture, absence de nourriture, donc famine, peste et tout ce qui s'ensuit. mm, C'était au VIe siècle, ça a été une époque très, très douloureuse pour mm. l'humanité, Puis on parce fait. que Justinien était considéré comme un démon. Mm. Et Il a puis, à fait titre des milliers personnel, de morts. pardon, excuse-moi, Hélène, je t'ai interrompu. Oui, il a fait des milliers de morts et son épouse Théodora n'avait rien d'une sainte, hein. Mm. C'était une femme, une plutocrate, c'est-à-dire influencer le monde avec son argent. Mm. Ce qu'on voit aussi encore aujourd'hui, hein. Mm. Et en fait, j'allais dire pour plaisanter, s'il n'y a plus de soleil, on ne fait plus la photosynthèse et du coup, on a le moral dans les chaussettes. On meurt, tout bêtement. Voilà. Mais à travers cet exemple que tu nous as donné, est-ce que le mage noir, ça pourrait pas aussi représenter du coup la notion d'avidité par rapport au pouvoir, en fait, le pouvoir avide? Complètement. Et d'ailleurs, les Égyptiens disaient: «Un homme avide n'a pas de tombeau». C'est-à-dire que, il retourne au néant. Et ça, nos hommes politiques ne devraient pas l'oublier. On Mm. dit bien: «Les premiers seront les derniers», hein, mais ils ont plus cette conscience. C'est pour ça que la bien-aimée se meurt, parce que la conscience se meurt. Alors, je dis bien la conscience de ceux qui nous gouvernent, hein, je ne parle pas, du peuple, hein. Mm. Dans les autres protagonistes, il y a aussi les voyageurs. Pour toi, c'est qui ces voyageurs? Ou C'est ça... ceux Oui, c'est ceux qui maîtrisent le temps. Parce que quand on a une conscience élevée, euh, eh bien, on maîtrise le temps. C'est-à-dire, il n'a plus d'impact sur nous. Aujourd'hui, on dit qu'un être éveillé, il a plein de dons, de pouvoir, c'est faux. Ça, c'est l'ego spirituel. Un être éveillé, c'est celui qui maîtrise le temps. Donc, il voyage à travers le passé, l'avenir, le présent. Il peut être dans le temps présent. Et c'est ce que font ces voyageurs. Ils sont dans un monde
où il y a un portail, c'est-à-dire une fermeture, où celui qui est dans le mental ne rentre pas. Il faut être simple d'esprit. C'est ce que les Égyptiens, encore eux, appelaient la douat, c'est-à-dire ce monde où il n'y a pas de temps. Mm. Alors, simple d'esprit, est-ce que c'est, enfin, j'imagine que c'est pas à entendre au sens premier, mais peut-être dans le sens, il n'y a pas d'ego, pas de mental. Est-ce que ça serait ça? Alors c'est plus que ça, c'est-à-dire c'est une possibilité. Dans le monde égyptien, je suis désolée, mais je fais souvent référence à eux, eh bien, la vie intérieure, c'est féminin. La vie extérieure, c'est masculin. Et le centre, le cœur, le hab, c'est ni masculin ni féminin. Parce qu'il n'y a plus d'emprise du temps et de l'espace. C'est un espace infini où tout est possible. Parce qu'on se libère du temps, hein, de ce temps limitatif et de cet espace limitatif que l'on connaît sur Terre. Donc le hab, le cœur, devient bas, l'oiseau. Et l'oiseau, ben, c'est le messager, c'est celui qui sort de la matière pour aller vers le ciel. Mm. Mais quand tu dis donc c'est plus que ça, est-ce que ça veut dire que c'est une notion d'équilibre en fait, comme dans d'autres domaines, on appelle ça le neutral? Oui, alors moi je considérerais ça comme, non pas comme quelque chose de pragmatique, mais comme quelque chose d'énergétique. C'est-à-dire, c'est de l'énergie maîtrisée. D'accord. C'est de l'énergie, tu maîtrises ton énergie. Donc, ce qui veut dire que les émotions, ça ne veut pas dire que tu es indifférent, hein. Au contraire, tu restes dans la compassion, mais les émotions n'ont plus d'impact sur toi. Mm. Mm. Ok, je comprends mieux, merci. Euh, alors, oui, il y a deux autres choses que j'aimerais bien que tu éclaires sur le plan des symboliques. À un moment, le conte dit il y a pas d'abeilles, pas de fruits, les bêtes manquent de foin. Est-ce que c'est aller chercher la petite bête que de vouloir trouver ce à quoi correspondent les bêtes, les fruits? Ou alors il y a vraiment une symbolique aussi là derrière? Oui, alors d'abord, moi je pense que les contes que je transmets, ils ont aussi un aspect un peu prophétique. J'ai souvent remarqué que ce que disaient les guides aux gens, eh bien, des fois, ça se révélait vrai. Par exemple, pour l'état du monde, en l'an 2000, ils avaient donné une prophétie qui s'est réalisée. Alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est pas le but, mais je pense que effectivement aujourd'hui, on va aller quand même vers beaucoup de restrictions. On dit bien les paysans aujourd'hui, il y a beaucoup moins de blé. Les moissons de blé sont squelettiques, les fruits ben, coûtent très cher, hein. Moi, 5 € un kilo de pêche, franchement, j'ai pas envie, hein. On voit bien qu'il y a quelque chose de très réel derrière tout ça. Mais ça veut dire aussi que les bêtes, c'est la nature. On s'est coupé de la nature, donc on ne sait plus comment ça fonctionne. Pourtant, si on observe le monde animal, il nous donne beaucoup de connaissances, d'enseignements. Et les fruits, ben, c'est les fruits, on peut le dire, de la conscience. Mm. Donc il y a deux aspects, un aspect très pragmatique, prophétique, mais aussi cet aspect, le monde se meurt parce qu'il n'a plus la conscience. Il n'a plus la conscience du collectif. Mm. Il va falloir se réveiller parce que sinon on va aller vers un collectif qui ne va pas nous plaire du tout, hein. Mm. Oui, puis je confirme aussi l'aspect prophétique de certains contes pour l'avoir vécu à titre personnel sur un compte reçu enfin, à titre individuel, mais quelque chose que contre toute attente s'est réalisé, oui. Mm. Donc voilà. Et alors il y a un dernier point aussi, je m'interrogeais sur la notion du bourdonnement, le bourdonnement des abeilles. Là, est-ce qu'aussi il faut l'entendre d'une manière spécifique? Oui, parce que les sons sont très importants. On dit bien que Dieu a créé le monde, l'univers avec le verbe. Le verbe, c'est quoi? Ben, c'est un son. C'est pas autre chose que ça. L'univers, les mondes ont été créés avec le son. Et le bourdonnement de l'abeille, et c'est quelque chose de très spécifique parce qu'elle va appeler les autres abeilles si elle a trouvé du pollen. Enfin, elle va aussi transmettre une énergie à la fleur qu'elle va, qu'elle va butiner. Donc le bourdonnement, c'est quelque chose de très important. Et l'absence de bourdonnement, c'est l'absence de relation avec la nature, de D'accord. connexion avec la nature. Le roi, il se coupe de tout, de Mm. la vie, parce qu'il n'a plus de conscience. Parce qu'à un moment, je me demandais, est-ce que c'est aussi la notion de rumeur, la rumeur publique ou le... Oui, Donc, ça peut être aussi les médias. mm, C'est-à-dire que les médias,
bourdonne de façon incessante. Enfin, je veux dire, on est submergé d'informations qui ne servent à rien. Ça m'arrive de temps en temps de regarder les infos à la télé, je suis un peu consternée, quoi. C'est des infos sans intérêt, quoi. Ok. Je parlais des symboles. Euh, Quelles sont les leçons de ça? Que doit comprendre cet homme politique et chacun de nous? Enfin, quel est le chemin à suivre, du coup? Que nous disent ce conte? Il ne faut pas oublier que dans le conte, le roi commence à prendre conscience de quelque chose parce qu'un enfant lui tend une pomme. Voilà. D'abord, c'est un enfant, c'est-à-dire, en gros, c'est notre futur, c'est nos générations qui vont, qui vont venir. Donc, cet enfant, c'est l'avenir de toutes les nations du monde. Et cet enfant tend une pomme au roi. Mais la pomme, c'est quoi? Mais c'est l'île des bienheureux, c'est Avalon, c'est chez les Celtes, c'est là où il y a la connaissance, où il y a le partage, où il y a l'amour. Et, et c'est offrir au roi, le peuple, l'avenir, la descendance, vont offrir au roi une possibilité de revenir à cette époque lointaine, Avalon, l'île des bienheureux. Mais pour ça, il y a deux choses, c'est-à-dire ce que disent les Hébreux, Zakor, Shamor. Zakor, c'est rappelle-toi du monde ancien, de tes traditions, de la tradition primordiale, et Shamor, c'est observe. Aujourd'hui, on n'observe pas, on s'informe, c'est-à-dire on donne forme à quelque chose. Mais quand c'est formé, c'est figé. Donc il va falloir regarder la nature, les cycles des saisons. C'est très important le regard. S'il n'y a pas que l'ouïe, il y a aussi le regard. Et en regardant, vous allez apprendre beaucoup de choses. Oui, c'est dans une précédente vidéo, me semble-t-il, que tu nous disais aussi que les yeux, c'était le seul, enfin, au-delà de l'organe, le seul sens qui pouvait se transformer, puisque le regard devient la vision. Oui, c'est ça, c'est ça. Et puis c'est par le regard qu'on voit la lumière, c'est par le regard qu'on apprend aussi, dans un premier temps. Avant même d'entendre, on voit. Mm. Mm. D'où l'importance de la contemplation. C'est très, très important. C'est pas nécessairement une méditation, les yeux fermés pour faire le vide. Au contraire, il faut se remplir, Mm. se remplir, parce qu'on se remplit de la vitalité, de l'énergie, de la vie, de tout ça. Donc, effectivement, c'est la contemplation. Contemplation, ça veut dire être avec le temple, hein, Mm. le temple intérieur. Ouais, puis enfin, pour moi, en tout cas, j'associe la contemplation et la dévotion. J'ai l'impression que c'est un chemin qui mène à la dévotion et ouais, Bon, bon, la grâce, la gratitude. Mm. c'est exact. Mm. Euh, et alors là-dedans, en fait, chacun de nous, que pouvons-nous faire aussi euh, par rapport aux leçons du conte? Donc, parce que là, tu parlais que c'était un enfant, donc ça symbolisait les générations futures, et c'était par là qu'arrivait en fait le fait d'être sauvé, entre guillemets, qu'arrivait la solution. Mais maintenant, qu'est-ce que doit comprendre cet homme politique et chacun de nous pour apporter notre pierre à l'édifice? Oui, alors d'abord, on dit les simples d'esprit. Cet espace où il n'y a pas de temps, la droite, et c'est un monde où règnent deux choses, l'intuition, l'imagination, et par là même la création. Donc dans notre vie, on doit apprendre à être très créatif. Il faut être créatif, parce que c'est le seul moyen aujourd'hui de résister. Résister, c'est pas résister contre, c'est utiliser l'énergie à notre profit pour retrouver la liberté. C'est pour ça qu'à la fin du compte, on dit les indigents, etc., connaissent la loi de l'amour. Ben oui, mais l'amour, c'est quoi? Ben, franchement, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse et qui m'interroge tous les jours. Qu'est-ce que c'est quoi l'amour? Eh bien, déjà, l'amour, c'est être un avec le tout. Hmm. Euh, mais si on n'arrive pas à ça, en fait, si ce chemin-là, on n'arrive pas à l'emprunter, euh, qu'est-ce qui se passe pour ce... Alors, c'est un chemin facile à emprunter. On dit bien, c'est des voyageurs. Donc, on fait un voyage facile. C'est pas, on dit pas dans le conte que c'est un voyage rempli d'embûches. C'est un voyage facile. Pourquoi? Et pourquoi un enfant? Parce que quand on est enfant, on a des rêves. Ben, pourquoi quand on devient adulte, on ne les réalise pas?
En fin de compte, c'est réaliser ses rêves. Alors ça ne doit pas être des rêves grandiloquents, hein, on va pas devenir, star à Hollywood, c'est pas ça. C'est on rêve de quelque chose, peut-être juste, être peintre ou fonder une famille, avoir une maison. C'est ça le plus important. Réaliser vos rêves. Mmh. C'est ça la loi de l'amour. C'est se réaliser à travers la création, l'intuition, l'imagination. Mmh. C'est vrai, avoir un autre état de conscience, moi je veux bien, mais je sais pas trop ce que c'est, hein. Et alors là, c'est un prisme subjectif, hein, mais moi, l'enfant, je l'entends aussi comme, celui qui n'a pas d'a priori, en C'est fait, ça. qui est réceptif, qui accueille, qui est ouvert, à ce qui est, à ce qui se présente. Oui, il est spontané, il est authentique et on manque aujourd'hui de spontanéité. Pourquoi? On réfléchit trop. Donc il Mmh. ne faut pas réfléchir trop, il faut réfléchir à bon escient. Et c'est pour ça qu'il faut être simple d'esprit. Donc développez votre créativité, votre imaginaire, lisez, peignez, faites de la broderie ou je sais pas, de la sculpture ou ce que vous voulez, de la photo, mais il faut être très créatif. Mmh. Ça me fait penser, c'est toujours ce fameux lien où on dit que, finalement, entre ne pas faire, sortir du faire, et sortir du faire, on a l'impression qu'il y a rien qui va se passer et finalement, c'est une des choses les plus difficiles qui soient, enfin à mon avis, de ne pas faire pour, justement, faire avancer les choses. Je vais te donner un exemple historique. Au 5e siècle avant notre ère, régnait, ce qu'on appelle, en Chine, en l'empire du milieu, les royaumes combattants. Il y avait 7 empereurs ou rois, enfin je ne sais plus exactement, qui se faisaient sans arrêt la guerre. Voilà, c'était des guerres incessantes et pendant cette période des royaumes combattants, on a vu l'essor du confucianisme, du taoïsme, de l'art, enfin de tout. Ce qui veut dire que ce qui a contrecarré ces guerres dans les royaumes combattants, et c'est bien la création, puisqu'on a créé le confucianisme et le taoïsme. On a fait, l'équilibre yin-yang malgré les guerres. Donc ce qui va arriver aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Si vous êtes créatif et conscient, vous serez, comment dire, protégé de ce monde, d'une grande cruauté où ne règnent que les états de guerre. Mmh. Parce que tout à l'heure, tu parlais de l'aspect prophétique des contes, si on va, si on se projette un peu dans le futur, là, tu penses que c'est ce qui s'annonce en fait, ce temps de guerre, si on continue dans cette direction-là? Mais oui, parce que si la conscience ne règne pas, ça sera comme à l'époque de Justinien. La terre en elle-même va se révolter parce qu'elle veut à tout prix. La Terre ne peut exister, le cosmos ne peut exister que s'il y a un état d'harmonie. S'il n'y a pas d'harmonie, tout se dérègle, c'est bien ce qu'on voit aujourd'hui. Et qui est le garant de cette harmonie? Nous d'abord, mais aussi pour qui on vote. Mmh. Donc, le dérèglement climatique, je suis OK, mais c'est pas nécessairement le coupable, celui qui prend sa voiture diesel, hein. C'est celui qui gouverne, qui n'amène pas cette harmonie. Le mandat du ciel ne le respecte pas. Donc tout part en vrille. Mmh. Donc on peut aller, vers quelque chose effectivement de plus respectueux, mais attention, ça peut être aussi très dictatorial, hein. Mmh. Et c'est là où moi j'arrive pas à faire le lien, je voudrais bien que tu nous expliques parce que, heu, enfin, là c'est tu disais bien que l'abeille, ça pouvait aussi représenter la liberté. Donc Oui, si l'abeille représente le peuple, voilà, enfin là je comprends bien, que ça veut dire aussi que, bah, le pouvoir, il est aussi au peuple d'aller dans le sens, d'abonder ou de ne pas aller dans ce sens de ce qui est imposé par le pouvoir. Mais, mais par contre, je comprends pas bien, le lien derrière avec la liberté. Si on regarde le conte en prenant la notion de liberté pour l'abeille, heu, enfin ça c'est oui, c'est que la liberté ne doit pas être tuée pour pouvoir, je réfléchis à voix haute, hein, je vais peut-être te laisser, mais je fais pas le lien en fait. oui, alors l'abeille, elle sert le collectif, elle sert la reine. Et Mmh. voilà, donc il va falloir servir le collectif. Si on sert le collectif, on va trouver une forme de liberté, parce que la liberté, aujourd'hui, on la considère que comme quelque chose d'individuel et de narcissique. Ça va pas fonctionner longtemps, hein, parce que si c'est la foire aux égaux, à un moment donné, ça va exploser. Donc l'abeille, elle sert le collectif et en servant le collectif, qu'est-ce qu'elle fait? Elle maîtrise le temps.
Elle n'est pas sujette à un temps, elle a tout son temps pour aller butiner, elle peut butiner la fleur qu'elle veut, mais elle sait que ce qu'elle va faire va servir le collectif. Mais le lien avec la liberté là-dedans, c'est quoi alors? Ben, la liberté, ça ne peut être qu'une liberté intérieure. D'accord. C'est pour ça, le monde, comme on dit dans le conte, là où fermé par un portail où le roi ne peut pas rentrer. Parce que ce monde, c'est le monde sacré. Le monde sacré, bah, il est là, à l'intérieur de toi. Si tu développes cet espace sacré, que tu vives en dictature ou pas, ça t'impactera pas. Mm. Parce que tu vas demeurer créatif. Parce Ok. qu'aujourd'hui, la pression est quand même très forte, hein, sur les peuples, hein. Ouais. Bon, alors si on devait résumer les grandes clés à retenir de ce conte, donc déjà il y avait cette notion de simple d'esprit, d'humilité, de- alors toi tu disais aussi le mot, en fait, bon, du coup il y avait la notion d'amour aussi. Euh, Toi tu disais le mot aussi à un moment résistance, je préfère peut-être le mot être et rayonner qui l'on est, ce qu'on fait, pour pas que le mot résistance puisse être pris dans le côté guerrier. Euh, Est-ce que tu vois d'autres choses pour résumer en fait les grandes clés à retenir de ce conte? Eh bien, moi, je vais rester sur l'abeille, parce que l'abeille, effectivement, elle a un radar, c'est-à-dire, elle est connectée à quelque chose de plus grand qu'elle, mais qui va lui permettre de trouver le pollen qui va être transformé en nectar. Donc, l'abeille, c'est aussi le symbole de l'alchimie intérieure, de la transmutation, de la transformation. Mais cette transformation individuelle va servir le collectif. Donc, l'abeille, il me semble que c'est un très bon symbole. L'amour, je ne sais pas trop ce que c'est au final. Je vais te donner un exemple. Dans les années 50, il y avait un jeune garçon de 20 ans qui s'appelait Salotsar. Et il va traverser une rue, mais sans voir que tout d'un coup, il y a une voiture qui arrive. Et donc, un homme le tire en arrière et lui sauve la vie. Ça, à mon avis, c'est un acte d'amour. Sauver quelqu'un, sauver sa vie, c'est l'amour. Oui, mais quand on sait qui est Salotsar, on se pose la question. Parce que je pense que tu sais qui est Salotsar. Et je veux bien que tu nous le rappelles, s'il te plaît. Il est plus connu sous le nom de Pol Pot. Ah, Pol Pot, c'est le dictateur, le tyran cambodgien qui a éliminé 1,5 million de personnes de son peuple, c'est-à-dire tous les intellectuels, tous les créatifs. Et pourtant, un homme a posé un acte d'amour, mm. mais au final, ça donnait ça. Donc, moi, l'amour, je pense que l'amour, c'est quelque chose à la fois de très individuel, de très personnel, mais c'est aussi quelque chose qui doit servir le collectif. Alors c'est rigolo parce que moi je j'associe pas forcément à l'amour le fait de sauver quelqu'un. Des fois aussi c'est un acte, ça peut être un acte réflexe, hein, et puis aussi un instinct animal de sauver ses confrères. Mais c'est pas forcément, en tout cas moi, ce que j'associe à de l'amour à titre personnel. Oui, mais regarde, aujourd'hui, il y a des gens qui sont attaqués dans la rue, et qu'est-ce que font les gens? Ils sortent leur téléphone. Mais Moi, je ben, c'est pas un acte d'amour. Enfin, voilà, on peut voir ça de différentes façons, et tu as totalement raison. Ça peut être juste un acte réflexe. Mais dans l'amour, on crée aussi des dettes. en tout cas, Donc, c'est pour ça que c'est une notion très difficile à appréhender, la notion de l'amour. Voilà. Je pense que déjà, être avec soi-même, rayonner et que ça permette de servir le collectif, c'est déjà un beau moyen d'exprimer son amour et sa compassion. mm. En tout cas, j'entends les interrogations que tu poses par rapport à qu'est-ce qu'est l'amour, quoi. Mm. Ok. Est-ce que pour conclure, tu souhaites ajouter quelque chose, un message, une information? Alors, moi, je pense qu'on a la pomme. On est bien tous des enfants du Jardin d'Éden. On a tous reçu cette pomme. Adam et Ève, ils ont reçu cette pomme et qui nous ont transmise de génération en génération. Donc c'est notre trésor. Et ce trésor, il est à l'intérieur de nous. Mais il faut avoir deux choses très importantes
pour arriver à vivre dans ce monde. C'est la connaissance et l'imagination. Voilà. Comme disent les Chinois, Weiru Neifa, c'est-à-dire cercle à l'extérieur, carré à l'intérieur. Il faut être solide à l'intérieur. On est solide par la connaissance qu'on a acquise tout au long de notre vie. Et on est cercle à l'extérieur parce qu'on est, comment dire, comme un buvard. On prend ce qui est bon pour nous et on laisse le reste. Parce qu'on est dans le monde imaginaire. Il faut imaginer un nouveau monde. Weiru Neifa. Eh ben, merci beaucoup, Hélène, pour ce conte, pour cette analyse, pour ce décryptage, pour ce beau message final. Toi qui nous regardes, si tu veux nous soutenir pour faire passer ce message d'Hélène, tu peux d'abord commencer par liker la vidéo, mettre un pouce, et tu peux aussi t'abonner. Tu peux aussi faire découvrir la chaîne à ton entourage. Donc en tout cas pour que circule ce message d'Hélène pour qu'on aille vers un avenir meilleur. J'en ris parce que je me dis, bon, vu ce qui se profile, voilà, qu'on en sorte. On imagine pour qu'on rêve le nouveau monde. Manger des pommes. C'est la connaissance en même temps le symbole de la pomme. Intéressant. Ben oui, oui, puisqu'à l'intérieur, il y a une étoile à 5 branches, c'est-à-dire le symbole de l'homme réalisé. Ah, c'est vrai. Voilà. Qui a rassemblé en lui toutes les parties, la partie humaine et la partie divine. Donc c'est un homme réalisé, il est heureux. Valable aussi pour les femmes. Hein. Voilà. Soyons heureuses et heureux. Voilà, complètement. Merci beaucoup, Hélène. Merci Cécile. Voilà. Et puis merci à vous tous qui nous avez regardés jusqu'au bout. Merci. Merci à vous. Merci à vous.